Il est tôt, il est 11h... Non, il est midi 15. Et c'est un peu tôt. Bon, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on n'est pas dehors. Aujourd'hui, on reste à la maison. Et je vais faire une petite série de vidéos où je vais raconter mon parcours, mon histoire, ma vie. Ça fait un peu mégalo, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai fait pas mal de choses, donc je pense que ça peut être intéressant de raconter tout ça. Et du coup, là, dans cette première vidéo, je vais vous raconter du coup mon accident en fait et comment ça se fait que je me sois devenu handicapé, qu'est-ce qui s'est passé. Et après, je ferai une autre vidéo où je parlerai de mon parcours sportif et mon parcours scolaire. Mais voilà, dans cette première vidéo, on va se concentrer sur moi avant l'accident, pendant l'accident et un petit peu après. Première vidéo, c'est parti. Qui suis-je? Je m'appelle Sydney, là j'ai 29 ans, donc je suis né en 1993. Je suis né à Montreuil, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. J'y ai vécu seulement 8 mois. Et après, ma famille a déménagé à Maisons-Laffitte, dans les Yvelines, et c'est là où j'ai grandi. Donc au niveau famille, du coup, il y a mes deux parents. J'ai une grande sœur qui a 3 ans de plus que moi, Doriane. Et j'ai un petit frère, Kylian, qui a 11 ans de moins que moi. C'est les mêmes parents. 11 ans après, ils se sont dit, allez, si on faisait un troisième enfant. Et remercie beaucoup pour ça, parce que c'est une vraie bénédiction, un vrai cadeau. Vu que mon petit frère est né plus tard, j'ai principalement grandi du coup, avec mes parents et ma sœur. Donc on a grandi à Maisons-Laffitte. Et c'était une enfance très bien. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Des bonnes conditions. On a grandi dans un milieu assez quand même confortable. On a vraiment... C'était vraiment cool, c'était vraiment bien, on vivait bien, on partait en vacances, on faisait vraiment beaucoup de choses. Donc une enfance vraiment tranquille et moi je suis un enfant franchement normal. Hein. Pas de soucis, je suis pas embêtant, je fais pas de bêtises, je fais pas de... Franchement, moi je suis vraiment... Mais de toute façon, je pense qu'aujourd'hui encore, je suis un mec tranquille. Hein. Enfin, c'est pas avec moi que vous allez avoir des problèmes, des histoires, des embrouilles. Moi je fais ma vie et voilà. Donc une enfance vraiment très heureuse. Je crois que c'est vraiment le terme. Du coup, c'est l'année 2006, donc je suis en 5e. Niveau basket, je joue en U13 région, première div région à Maisons-Laffitte et tout se passe bien. Je sais que pendant toute la saison, mes coéquipiers ils me parlent d'un camp de basket qui s'appelle le SEJ et ils en parlent tous les jours. Tu vois, tous les jours d'entraînement, ils font des rêves par rapport à ça. Tu sais quand tes potes ils sont allés à un truc et t'étais pas là, t'as vu comment ça fout la haine? Parce que ils ont que des rêves, que des anecdotes et toi t'es pas dedans, tu vois. Donc toute l'année ils faisaient que parler, ouais, SEJ, tu te rappelles quand on a fait ci, tu te rappelles quand on a fait ça, tu te rappelles quand lui il a fait telle dinguerie. Et moi ça me rendait ouf. Donc je me suis dit, hey, le SEJ là, faut que j'y aille. Et du coup le camp SEJ c'était aux vacances de Pâques, donc de 2006. Et du coup je m'inscris et j'y vais. Et donc j'étais avec pas mal de mecs de mon équipe et là-bas, et après j'ai rencontré aussi d'autres gens là-bas. Et c'était vraiment une semaine de ouf. C'était vraiment une belle semaine. C'était vraiment des camps bien organisés. En plus, je jouais bien là-bas, je taffais. Donc j'ai vraiment kiffé ce stage. Et c'était vraiment super intéressant. Mais en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que le stage se passait bien. Et le dernier jour, donc le vendredi, je me lève normalement. Et je vais à l'entraînement du matin, donc il était à peu près 9h. Et au début ça va, et au bout d'un moment, je crois peut-être au bout de 10-15 minutes, je sens une douleur dans mon dos, dans le haut du dos. Et je comprends pas trop, je me dis bon peut-être c'est les courbatures, tu vois, la semaine a été intense, on s'est beaucoup entraîné. Donc je me dis ouais, j'ai un peu mal, mais ça va, tu vois. Et au fur et à mesure de l'entraînement, je sens que ça va vraiment pas, tu vois. Et en même temps, j'ai un peu, je sais pas, j'ai une sorte de nausée, de maux de tête, j'ai mal au corps, enfin tu sais, c'est un peu flou, mais... Tu vois, je me sens vraiment mal, tu vois. Donc je dis au coach, coach, franchement, je me sens pas bien, je préfère me retourner me coucher. Donc il me dit pas de problème. Donc je retourne me coucher. Et là, c'est super flou. J'ai vraiment du mal à expliquer parce que c'est vraiment flou. Je sais que je suis allongé et que je me sens vraiment mal. Et du coup, de ce qu'on m'a raconté, parce que j'ai vraiment pas trop de souvenirs, en gros, j'ai dit à un moment à un coach, ouais, j'ai envie d'aller me lever, j'ai envie d'aller aux toilettes. Il m'a dit, écoute, vas-y. Et je lui ai dit, j'arrive pas à bouger mes jambes. Moi j'ai pas de souvenir de ça, c'est eux qui m'ont raconté ça, c'est les gens qui étaient là. Ouais, c'est très très flou. Et du coup là les coachs et tout, ils savaient pas, enfin ils voyaient que j'étais mal, mais ils savaient pas trop quoi faire parce que du coup le soir on m'a emmené à l'hôpital parce que du coup le camp était à Bourges. Et donc du coup le soir on m'a emmené à l'hôpital de Bourges.
pour passer des examens et tout. Et en fait, ce que j'avais, c'est que j'avais un hématome de sang dans la moelle épinière, donc qui compressait la moelle épinière. Si vous savez ou vous ne savez pas, la moelle épinière, c'est une partie, peut-être la partie la plus importante du corps avec le cerveau, et c'est super fragile. Et en gros, dès que tu touches, dès qu'il y a la moindre dégradation sur la moelle épinière, c'est très très chaud. Donc la moelle épinière, faut vraiment, s'il y a le moindre problème, il faut opérer vraiment hyper rapidement, sinon il y a des grosses dégradations. Et du coup, j'avais cet hématome, mais du coup, on ne savait pas. Et du coup, ils m'ont emmené le vendredi soir à l'hôpital de Bourges. C'est un petit hôpital. Du coup, ils m'ont fait faire un scanner, mais ils n'avaient pas d'IRM. Du coup, ils m'ont fait faire un scanner, mais le scanner, c'est pas assez puissant pour voir ce qu'il y avait. Donc, ils m'ont fait faire le scanner, mais ils n'ont pas vu ce que j'avais. Et heureusement, j'ai ma marraine qui est urgentiste. Parce qu'en même, enfin, il y a plein de trucs, mais en même temps, du coup, ils appellent mes parents pour dire que leur fils va mal et tout. Donc ma mère, elle essaie de faire jouer un peu ses contacts pour savoir un peu quoi faire. Parce que, en fait, c'est un peu la panique parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, en fait. Là, maintenant, aujourd'hui, on sait qu'il y a une compression de la moelle épinière, mais à ce moment-là, on ne sait pas. Il y a juste un gamin qui se sent mal, qui n'arrive pas à bouger, et vraiment, on ne comprend pas pourquoi. Du coup, ma marraine ordonne que le lendemain, on m'emmène à l'hôpital Necker à Paris. C'est le plus grand hôpital pour enfants de France. Donc le lendemain, le samedi, on m'emmène en ambulance à Necker. Donc le samedi, j'arrive à Necker. Là, on me fait faire une IRM. Et le problème, c'est que le week-end, en France, tu n'as pas les grands médecins, en fait. Tu n'as que des internes. Parce que les grands médecins, ils sont au week-end. Et du coup, ce sont des internes qui ont lu l'IRM, et ils ont mal lu l'IRM. Du coup, ils n'ont pas vu ce qu'il y avait. Donc, ils m'ont laissé encore dans un lit à l'hôpital. Donc, et au fur et à mesure, en fait, tout ce temps-là, la compression, elle continue. Donc, je deviens de plus en plus paralysé, en fait. Chaque heure, en fait, c'est de plus en plus important. Donc, vous imaginez, ça a commencé vendredi matin. Là, samedi, donc ça fait déjà 24 heures, on a fait l'IRM, on n'a toujours pas de résultat. Et c'est que, en fait, le lundi matin, que le grand professeur, quand il arrive, il contrôle les trucs et tout, il voit mon IRM, il fait, mais les gars, vous êtes bêtes, on va dire, et regardez, il y a une compression médulaire, là, il faut opérer tout de suite. Et donc là, ils viennent me chercher et ils m'opèrent en urgence, donc le lundi matin. Donc en gros, il y a eu 72 heures entre le début de la compression et l'opération. Donc en gros, imaginons, pour donner un peu une idée, imaginons que tu ouvres un robinet et tu le laisses ouvert pendant 72 heures, sans le fermer. Tu imagines un peu les dégâts que ça fait. Et chaque heure, en fait, est hyper importante. Et si chaque heure que tu perds, eh ben, c'est assez dramatique, quoi. Du coup, ils m'opèrent, ils arrivent à retirer l'hématome de sang. Mais le truc, c'est qu'il a déjà fait beaucoup de dégâts, en fait. Comme tu l'as laissé 72 heures, genre, c'est énorme. Moi, à ce moment-là, du coup, pendant ce week-end-là, je me sens... en vrai de vrai, j'ai du mal à expliquer parce que, de un, je comprends pas ce qui se passe. Parce que j'ai jamais eu de problème de santé, j'ai jamais eu d'antécédent médical, j'ai jamais rien eu. Donc, je peux même pas imaginer, tu vois, ce qui se passe. Je peux même pas imaginer que je vais être handicapé ou quoi. Parce que, genre, il n'y a aucune raison. En plus, le handicap, j'y connais rien. Il n'y a personne autour de moi qui sont handicapés et j'ai que 13 ans. Tu vois, donc à cet âge-là, tu n'imagines même pas tout ça. Donc pendant le week-end, physiquement, je suis pas très bien, c'est un peu flou, mais je suis pas non plus, je suis pas démoralisé parce que dans ma tête, je me dis ouais, je suis pas bien et dans 2-3 jours, ça ira. Tu vois. Je suis pas, donc je pense que t'as un peu cette forme d'insouciance qui te sauve un peu parce que genre, t'imagines même pas en fait que ça puisse être grave. Et par contre, il y a un truc dont je me souviens, c'est que je sentais vraiment que mon état se dégradait. Tu vois, je vais vous expliquer un truc. En fait, quand on m'a emmené dans l'ambulance le samedi, dans l'ambulance, moi je jouais à la PSP, parce que j'avais la PSP à l'époque, et je me souviens, je jouais à Burnout. Et je sentais qu'au bout d'un moment, quand je jouais, j'arrivais plus à appuyer, tu vois, la gâchette en haut là. Et je sentais que, et je crois dans Burnout, tu l'utilises pour mettre du boost, donc c'est super important. Et je sentais que j'avais du mal à appuyer, parce qu'en fait, comme ils ont trop attendu, je commençais à être paralysé en fait des membres supérieurs en fait. C'était plus juste les membres inférieurs. Là, au fur et à mesure, en fait, la compression, elle monte et tu es paralysé de plus en plus. Donc, je sentais que j'avais un peu plus de mal, mais je comprenais pas trop le truc. Et après, pareil, donc, quand ils m'ont mis à l'hôpital,
sais pas, j'étais là, mais je sais pas. En vrai, je crois que j'attendais juste de savoir ce qui se passe. J'étais un peu dans le flou, mais pas spécialement démoralisé parce que tu sais juste pas ce qui se passe en fait. Donc voilà, donc là, on est le lundi, et par contre, je me souviens quand ils viennent me chercher, parce que moi, je pensais pas du tout que j'allais être opéré, je savais pas du tout que c'était vraiment grave. Franchement, pour moi, c'était genre une grosse fièvre ou un truc, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Et quand ils viennent me chercher ça le lundi matin, quand ils viennent me chercher et qu'ils me disent ouais, on va t'opérer, là, par contre, là, je commence à pleurer. Là, je fonds en larmes, parce que là, je comprends que, ah ouais, putain, le truc, il est sérieux en fait. Là, je me dis, ah ouais, le truc, genre, une opération. En plus, je prends, si tu remets dans le contexte, tu sais, à 13 ans, c'est pas comme à 25 ans, tu vois. Genre, te faire opérer à 13 ans, c'est un truc de fou, tu vois. Une opération, c'est, je vois, des chirurgiens en blouse blanche et tout, c'est pas drôle, hein. Et surtout quand tu imagines même pas que ça va arriver. Tu vois, si on te dit, si tu, à la limite, si tu t'es cassé un truc, tu sais que tu vas te faire opérer, ça a du sens. Mais quand tu sais même pas ce qui va t'arriver ou ce qui t'arrive, tu vois, qu'on dit qu'on va t'opérer, là, c'est. Enfin, limite, tu te demandes si tu vas pas mourir, en fait. Tu vois, t'es un peu dans ce truc-là. Et, du coup, ouais, on m'opère. Et au réveil, je sais pas, tout est flou. Franchement, j'ai du mal à expliquer parce que c'est. Il y a beaucoup de choses en même temps. Et ouais, ce dont je me souviens, c'est la période. Du coup, j'ai fait 3 semaines en salle de réanimation. Et je me souviens que cette période-là, je trouvais le temps assez long. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Je comprenais toujours pas trop ce qui m'arrivait. Pareil, j'étais un peu triste, mais j'étais pas non plus démoralisé, parce qu'encore, moi, dans ma tête, je me disais, bon, ben, au lieu de prendre 2 jours, peut-être que ça va prendre 2 mois, tu vois. Et à ce moment-là aussi, les médecins, ils me disent, ils savent toujours pas, enfin, ils ont compris ce que c'est, mais ils savent pas, ils ont compris qu'il y avait un hématome de sang, mais ils savent pas à quel point c'est touché. Du coup, au début, ils nous disent 6 mois. Et déjà, dans notre tête, enfin, je dis nous parce que c'était moi et mes parents, et ma famille, je me souviens quand ils nous disent 6 mois, on est démoralisé, tu vois, parce qu'on se dit, ah ouais, mais 6 mois, c'est énorme, tu vois. Genre, moi, j'ai des entraînements qui vont reprendre là, j'ai des stages et tout. En plus, au basket, j'étais pas mal. Donc, j'ai des trucs à faire, tu vois. Donc ils disent 6 mois, tu vois. Et, donc, ça nous casse un peu le moral, mais c'est pas non plus la fin du monde, tu vois. C'est un peu dur, mais. Et donc, du coup, cette période de réanimation, bah, je me dis, enfin, moi, dans ma tête, je me dis, ouais, bon, bah, écoute, ça va être quelques semaines, quelques mois. Mais en gros, d'ici la rentrée, ouais, on est en avril-mai, donc en gros, ouais, d'ici la rentrée scolaire, ça devrait, septembre, octobre, ça devrait aller. Donc, dans ma tête, ça va, tu vois. Mais je m'imagine pas que ça allait durer beaucoup plus longtemps, tu vois. Et donc, ouais, 3 semaines de réanimation, et pas grand chose à faire, je regarde les mêmes DVD en boucle. Putain, c'est là que je me dis, putain, si j'avais eu Netflix et tout à l'époque, ça aurait été plus simple, hein, parce qu'à l'époque, t'avais pas tout ça. J'avais 2-3 DVD que je regardais en boucle. Il y avait rien à faire. C'était ça le plus dur en fait. C'était passer d'un gamin qui est hyper actif, qui fait plein de choses, qui fait du basket, qui fait du vélo, qui fait plein de trucs, à un gamin genre, t'es sur un lit d'hôpital, t'es tout seul la journée, t'as rien à faire. Ça, c'est vraiment plus ça qui m'a saoulé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, du coup, niveau handicap, ça va vraiment pas trop parce que, en fait, comme ils ont vraiment attendu longtemps, je suis paralysé jusqu'au membre inférieur. Je suis paralysé jusqu'au membre supérieur. Donc ça veut dire que j'ai vraiment du mal à utiliser mes mains. Donc que ce soit pour manger, pour faire. Je me souviens que j'arrivais. Bah, du coup, je pouvais plus. En plus, tu vois, j'avais rien à faire, je pouvais même plus jouer à la PSP. Parce que vraiment, j'arrivais plus du tout à utiliser mes doigts. Donc c'était. Imagine que tu es sur un lit d'hôpital et tu peux même pas jouer à la Play. Le seul truc, au moins tu peux. Tu vois, si au moins la vie elle avait été juste, au moins j'aurais pu rester dans mon lit à l'hôpital tranquille et jouer à la Play toute la journée. Mais là, tu peux même pas. Je pouvais même pas jouer à la Play. Donc là, ça vraiment, ça me saoulait. Je sens que j'arrivais pas à tenir un magazine. Je pouvais même pas lire des bouquins ou des magazines parce que j'arrivais pas à les tenir. Donc vraiment, il y avait vraiment rien à faire à part regarder Jean-Pierre Pernaut à 13h et Claire Chazal à 20h, quoi. Et donc j'ai fait 3 semaines. Et donc ouais, j'étais paralysé jusqu'en haut. Pareil, donc j'avais plus d'abdos, plus rien. Du coup, j'arrivais pas à tenir assis. Donc j'étais tout le temps allongé. Et à ce moment-là, en fait, ils m'ont fabriqué un corset. Un corset, en fait, c'est une grosse coque en plastique qui va remplacer tes abdominaux. Et en fait, on te met ça autour du corps quand on veut te mettre en position verticale ou au moins en position assise, en fait. Et du coup, ils m'ont fabriqué ça.
Et donc j'avais donc pendant les premiers mois, j'avais un corset du tronc, plus la minerve en fait. Donc j'avais le cou tout le temps droit comme ça. Parce qu'en gros, la zone où j'ai été touché, en fait, c'est vraiment haut. C'est vraiment ici. C'est C7D1 pour ceux qui connaissent un peu les termes médicaux. Donc cervical 7, dorsal 1. Et en fait, en gros, je suis paralysé de tout ce qui est en dessous de ici en fait. Donc ça fait les membres inférieurs et les membres supérieurs. Du coup, ils me font ce corset. Et en fait, à chaque fois que je veux être, ne serait-ce qu'assis, on est obligé de mettre le corset le matin et tout. C'est une procédure, ça prend 10 minutes et tout. Donc c'est vraiment chiant. Mais ouais, donc je fais ces 3 semaines en réanimation. Et après ça, je vais dans un centre de rééducation qui s'appelle HPR Bullion. Donc dans la forêt au fin fond des Yvelines. Et en fait, c'est un centre de rééducation qui est vraiment bien. Où donc du coup, tu as tout sur place. Du coup, tu es avec d'autres jeunes qui sont aussi en rééducation. Donc après, tu as les salles de kiné. Donc tu fais de la kiné tous les jours. Et à côté de ça, tu as des activités et tout. Donc moi, j'arrive là-bas. Mon accident, c'est en avril 2006. Et moi, j'arrive là-bas, du coup, à peu près un mois après. Et donc, comme je vous ai dit, ouais, j'ai mon corset. Donc, c'est-à-dire que vraiment, pour le quotidien, il n'est pas facile parce que je peux pas. Tu vois, c'est pas comme aujourd'hui où tu as vu, là, je suis bien et je peux juste me mettre dans mon fauteuil et bouger, tu vois. Là-bas, je peux pas. Je suis obligé d'avoir mon corset pour pouvoir me tenir assis. Le fauteuil qu'on me donne, du coup, c'est les tout premiers fauteuils. Donc, c'est des gros fauteuils et moi, j'ai pas du tout d'équilibre et tout. Donc, même pour me déplacer, il faut apprendre à utiliser le fauteuil. Moi, je sais pas utiliser un fauteuil, tu vois. Et c'est des gros fauteuils. Donc, se déplacer, c'est pas facile. Mais le truc bien, c'est que l'atmosphère dans le centre, elle est vraiment exceptionnelle. Les soignants et tout, ils sont incroyables. Les kinés, tout le monde est vraiment incroyable. Et même les autres jeunes, ils sont vraiment cool, tu vois. Et donc au final, ça a été des années... Enfin, j'ai fait une année là-bas. Ça a été compliqué un peu médicalement, mais socialement, en vrai, ça allait parce que genre, franchement, je me suis fait plein de potes là-bas. Et l'ambiance, là-bas, elle était vraiment cool, en fait. C'était un peu comme en internat, tu sais, t'es avec plein de jeunes. Et ce qui est bien aussi dans les centres comme ça, c'est qu'en fait, comme tu es entre handicapé, limite, on voit plus le handicap, tu vois. Parce que comme tout le monde est un peu comme toi, au final, ça s'annule et on oublie, tu vois. Donc, on parlait de plein de trucs, je sais pas, on parlait de rap, on parlait de basket, de sport, de foot, de trucs de jeunes, tu vois. Parce que c'est ce qu'on était là tous, même si on a tous un handicap, on reste des jeunes, tu vois. Donc, on parle de sujets de jeunes. Et donc, il y avait vraiment une bonne ambiance sur cet endroit. Et c'était intéressant. Médicalement, donc comme je vous ai dit, j'ai mon corset. Je fais de la rééducation pour apprendre à tenir assis et pour récupérer un peu des abdos. Mais surtout, je fais de l'ergothérapie. L'ergothérapie, en fait, c'est de la kiné vraiment pour les motricités fines, pour pouvoir récupérer l'usage de mes mains. Donc, je fais des exercices pour attraper des choses, vraiment pour faire travailler mes mains, pour pouvoir réapprendre à écrire, à manger tout seul, à utiliser une fourchette et tout ça. Donc ça dure plusieurs semaines, plusieurs mois. En gros, tout l'été 2006, en fait, on travaille beaucoup à cette motricité fine. Et en même temps aussi, je travaille du coup le tronc et le haut du corps pour pouvoir petit à petit me libérer du corset. Et c'est vraiment intense, hein, tu vois, tu fais de la kiné tous les jours, 5 jours sur 7. Donc c'est presque comme être sportif de haut niveau, tu vois, parce qu'à ce moment-là, la kiné, c'est dur, hein. Genre quand on te met... Du coup, ce qu'on faisait en kiné, c'est qu'on essayait de me mettre assis, sans corset. Et j'essayais de travailler mon assise et tout. Mais au début, j'arrivais pas. Au fur et à mesure, j'y arrivais de plus en plus. Et quand j'y arrivais, genre, elle me lançait un ballon, je devais l'attraper, essayer de tenir, je devais l'envoyer. Ou je devais essayer de toucher quelque chose en me penchant. Enfin, on faisait plein de choses pour vraiment essayer de travailler le tronc. Et ouais, c'était intense. Mais la kiné, elle s'appelait Hélène. Il faudrait que je leur essayer de la retrouver. Mais elle était incroyable, elle me boostait à fond. C'était vraiment une... Je vais pas dire une bonne période, mais clairement, ça aurait pu être pire, tu vois. Parce que heureusement, il y avait ce soutien psychologique, tu vois, il y avait un bon groupe, un bon environnement, une bonne atmosphère qui fait que ça permet de faire passer les choses un peu plus facilement, tu vois. Donc j'ai fait 1 an là-bas. Mon corset, au début, ils m'ont gardé avec la minerve de mai jusqu'à novembre. Donc j'étais tout le temps comme ça, la journée. Et à partir de novembre, ils m'ont retiré la minerve. Donc je pouvais au moins bouger le cou. J'avais toujours le corset ici, mais
et je pouvais au moins bouger le cou. Et quand ils m'ont enlevé, déjà quand ils m'ont enlevé la minerve, c'était vraiment une délivrance. En février 2007, ils m'ont enlevé le reste du corset. Et là, ça faisait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, juste de pouvoir se lever, tu te douches, tu t'habilles normalement. T'as pas à mettre ton corset, tu peux aller t'asseoir dans ton fauteuil et tout. C'était vraiment, vraiment soulageant. Donc ouais, ça a été une grosse période de travail en fait. Cette année-là, ça a été vraiment une grosse période de travail, de récupération. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que le staff, il avait remarqué que j'étais sportif. Ils avaient détecté en moi une âme un peu de battant, tu vois, de sportif. Et du coup, en fait, ils me poussaient beaucoup. En fait, c'était vraiment une période, c'était presque comme du sport de haut niveau, tu vois. Parce que tu as un objectif physique de récupération. Et du coup, eux, ils prenaient vraiment comme un coach, comme des coachs. Et vraiment, ils me faisaient bosser, bosser, bosser. Tu vois, et c'était vraiment bien. Et on sentait vite les progrès. Et ils m'ont jamais laissé m'apitoyer un peu sur mon sort ou quoi. Ils m'ont vraiment, vraiment fait bosser dur. Donc il y a eu pas mal de résultats. Et donc en vrai, en plusieurs mois, j'ai pu récupérer la posture assise, j'ai pu récupérer des abdominaux, j'ai pu récupérer l'utilisation de mes mains, j'ai pu reprendre la play. Très important. J'ai pu reprendre la play. Donc non, c'était bien. Non, c'était vraiment bien. Une anecdote pour vous dire à quel point il me poussait. Il y avait un éducateur sportif là-bas qui s'appelait Marc. Et donc pareil aussi, lui, il voyait que j'étais sportif, donc il voulait toujours que je fasse des activités sportives, que je fasse un peu de basket, que je fasse un peu de trucs. Et il s'est mis en tête de me réapprendre à nager, de me faire réapprendre à nager. Je me souviens quand il m'a annoncé ça, je lui ai dit mais gros t'es fou, genre j'arrive pas. Enfin en plus il me fait ça, c'était vraiment au début, tu vois, donc j'arrivais vraiment pas beaucoup à bouger. Juste bouger mon corps, je pouvais pas trop. Et lui il me dit ouais je vais te faire nager. Et au final, moi pendant des semaines je voulais pas, je lui disais mais non. Non, et il a dit si, tu vas voir, ça va te faire du bien, tu vas y arriver et tout. Et en fait, ce qu'il me faisait faire au début, c'est, vous voyez les grands tapis de piscine là, il mettait ça sur l'eau, et au début, juste il me mettait dessus, allongé sur le dos, et juste pour récupérer la sensation de l'eau, tu vois. Et au début, on a fait ça, juste des sessions comme ça, juste pour récupérer la sensation de l'eau. Et au fur et à mesure, quand je commençais à récupérer un peu de mobilité du tronc, tout ça, ben, il m'a mis dans l'eau. Et après, il m'a fait réapprendre à nager et tout, donc je sais nager aujourd'hui, même sur les jambes et tout, je sais nager. Enfin, je savais déjà nager avant, mais là, je sais encore nager. Et tu vois, donc c'est pour vous montrer un petit peu comment ils m'ont traité là-bas, ils m'ont vraiment, vraiment poussé à me dépasser. J'ai jamais eu 100 minutes pour me lamenter, tu vois, sur moi ou sur mon sort ou sur ce qui m'arrive. Ils m'ont dit tout de suite, non, allez, on va se taper, on sait pas jusqu'à où tu vas récupérer, on sait pas si tu vas remarcher ou pas, mais déjà, on va prendre tout ce qu'on peut prendre et on va tout donner, tu vois. Donc ouais, donc j'ai fait 1 an là-bas. Et après, je suis parti dans une école un peu plus près de chez moi, à Vaucresson, dans le 92. Et c'est un lycée, pareil, un peu spécialisé, qui s'appelle les Réa Toulouse-Lautrec. Donc c'est à Vaucresson. Et en fait, c'est une école un peu plus classique. Mais c'est juste qu'il y a un centre de soins donc pour les personnes handicapées. Mais tu as aussi des personnes valides qui vont dans cette école, donc c'est un peu plus mixte. C'est principalement les personnes handicapées, mais c'est un peu plus mixte. L'idée, en fait, c'est un peu de recréer la vie sociale normale, parce que en fait, c'est un peu trop facile d'être qu'avec des handicapés, parce que tout est fait pour vous et tout, et vous êtes contre vous, donc c'est un peu trop facile, parce que dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Tu vois, quand t'as un handicap, et que tu sors dehors, bah, t'es un peu tout seul, tu vois. Et t'es obligé d'être mélangé avec des valides, en fait. Parce que la vraie vie, elle est comme ça, en fait. Vous n'êtes pas contre handicapé, tu seras avec des valides. Et donc l'idée, c'est de réintégrer un peu des valides et de recréer un peu ce lien pour vous préparer un peu à la société de dehors. Donc moi, je trouve que c'est une bonne idée. Et du coup, j'allais à l'école là-bas, je faisais encore de la kiné. Bon, là, physiquement, j'étais beaucoup mieux, donc j'avais changé aussi de fauteuil, j'avais un fauteuil un peu plus léger. Donc c'est là-bas où j'ai vraiment repris le basket sérieusement. Et voilà. Donc après, j'ai fait de ma 3e à ma terminale là-bas, j'ai fait 4 ans. Et après, je suis parti à Alphac à Bordeaux. Mais je vous ferai une autre vidéo pour vraiment raconter mon parcours scolaire. Mais voilà, donc j'ai continué à faire de la kiné 1 heure par jour. Mais c'était moins de la kiné de récupération forte, mais c'était plus de la kiné d'entretien et tout.
Parce qu'en fait, quand tu as un accident comme ça, tu as une période de récupération. En général, tu as 2-3 ans où tu vas... Allez, même, tu as à peu près les 2 premières années, tu peux récupérer vraiment fort, et après, en général, ça stagne. Du coup, moi, c'est ce qui s'est un peu passé. C'est-à-dire que j'ai beaucoup récupéré sur les 2 premières années. Et à partir de 2008, donc j'ai eu mon accident en 2006, à partir de 2008, ça a commencé un petit peu à stagner. Du coup, aujourd'hui, bah, j'ai beaucoup récupéré par rapport au début, du coup, parce que j'ai récupéré 95% des membres supérieurs, des mains et tout. Bon, il y a encore des petits trucs où j'ai un peu de mal sur des motricités vraiment très fines, tu vois. Tu vois, il y a des trucs très cons, mais genre, par exemple, quand j'ai la main ouverte, j'arrive pas à plier le pouce gauche, tu vois, je sais pas pourquoi. Tu vois, j'arrive pas à plier, genre c'est trop bizarre. Tu vois, là j'arrive pas. C'est une toute petite chose, mais dans l'ensemble, j'arrive à faire vraiment 95% des choses que j'arrive à faire, que je veux faire avec mes mains. J'ai récupéré du coup tout le tronc, donc je peux tenir assis très bien, sans problème, me pencher et tout, donc ça c'est vraiment bien. Tu vois, je peux être assis dans mon fauteuil, je peux me transférer, m'asseoir dans un fauteuil avec un dossier assez bas, j'ai plus besoin d'avoir un gros dossier comme avant. Donc là c'est bien, j'ai récupéré donc vraiment une bonne stature, une bonne posture. J'ai récupéré un petit peu de membres inférieurs aussi, donc ça c'est toujours bien. Et donc voilà, j'ai bien récupéré. Alors on me demande tout le temps est-ce que je vais remarcher. Bah, je pense pas, parce que je pense que j'ai atteint le pic de récupération, tu vois, donc je pourrais pas marcher comme avant, tu vois. Mais c'est pas grave, je me suis renouvelé autrement, et j'arrive quand même à faire plein de choses, donc c'est pas vraiment un problème. Mais voilà, j'ai essayé de raconter voilà, un petit peu mon parcours, raconter un peu ce qui s'est passé. Ça a été... Bon, j'ai dû sauter beaucoup de choses parce que tu vois, rien, la vidéo, elle fait déjà... Enfin, dans les rushs, là, je suis déjà à plus de 30 minutes. Parce qu'il y a énormément de choses à dire. J'ai pas pu vraiment entrer exactement en détail parce que c'est trop long, là. C'est des années entières. Donc, je peux pas tout résumer en une vidéo, tu vois. Je peux pas tout raconter. Mais voilà, j'espère que vous en saurez déjà un peu plus sur moi, sur mon histoire. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se sentir concernées par mon histoire, qui ont vécu des choses un peu similaires. Peut-être pas, je sais pas. Mais voilà, et les explications de pourquoi c'est arrivé, en fait, on les a pas. Ça aussi, j'ai pas dit. Mais du coup, on n'a pas l'explication de pourquoi cet hématome-là, il est arrivé, en fait. On sait toujours pas, on a fait des années et des années de recherche, mais on sait toujours pas pourquoi cet hématome-là, il est arrivé, comment il est arrivé, il n'y a pas eu de choc, il n'y a pas eu de truc, on sait pas. C'est pour ça aussi que j'ai un peu de mal à raconter mon histoire parfois, parce que je ne sais pas exactement, en fait, ce qui m'est arrivé. Genre, je sais qu'il y a eu un hématome de sang qui a compressé la moelle épinière, mais pourquoi, comment, je sais pas. Donc voilà. Voilà un petit peu mon histoire, en bref. Et voilà, j'espère que ça vous a intéressé et appris des choses. À bientôt pour la prochaine vidéo.